Bien, bonsoir à toutes et à tous. C'est donc le sixième opus des Vendredis de l'écologie. Ce soir, l'intitulé exact, c'est Formation, éducation, la mission d'une région écologiste. Et avec nous ce soir, donc Virginie Charrière, qui est directrice de la Maison de l'Emploi dans la Nièvre, Florian Luquel, qui est référent fresque climat à Dijon, Christophe Bergerot, qui est expert en lycée en Bourgogne-Franche-Comté, Jean-François Notbar, qui travaille à l'Université de Bourgogne, qui est maître de conférence à l'IAE, et Michel Alberstro, qui est directeur d'un centre de formation. Co-animera ce soir également avec moi Claude Mercier, qui est proviseur retraité. Claude, c'est à toi. Oui, merci. Bonsoir à tout le monde. Moi, je suis installé à Besançon. Je suis un des candidats de cette liste, d'une des listes départementales. Mais ce soir, je reprends un petit peu de mon costume de ma formation et de ma carrière professionnelle. Je suis retraité. Avant d'être proviseur, j'avais été enseignant. Très heureux d'être enseignant et comme proviseur aussi, et en relation très fréquente avec la région, comme vous allez soit l'apprendre ce soir, pour ceux qui n'auraient pas cette information-là, et comme vous en découvrirez toutes les dimensions dans la soirée qu'on espère utile aux gens, à vous, pour connaître un petit peu ce vaste domaine qu'est la formation, l'éducation, qui est une grande compétence régionale, comme on va le voir, mais qui est méconnue. Une grande partie du budget, on va le voir aussi, mais ce n'est pas très connu de tout le monde. Pourtant, c'est au quotidien que la plupart des familles en Franche-Comté sont concernées par l'éducation, à travers le lycée, mais aussi par la formation professionnelle. Donc, on va essayer de traiter de tout cela en 1 heure et demie environ. Et ça se passera de la façon suivante. Christophe Bergerot nous dressera un panel assez large, justement, de cette compétence-là, de ce qui se passe, comment la région, le conseil régional, est-il impliqué dans ce domaine de l'éducation et de la formation. Il nous fera ensuite une présentation de ce domaine si particulier, des lycées, en particulier de leur implantation, de leur maintenance, de leur construction éventuellement. Et nous passerons ensuite à la question de la formation professionnelle avec intervention de Michel Aberstro et de Virginie Charrière. On n'oubliera pas l'université, parce que ça en fait partie, peut-être pas en tant que tel et globalement, mais on ne peut pas imaginer que le Conseil régional ne se sente pas concerné par la problématique universitaire, et d'abord par la problématique des étudiants. Aujourd'hui, ces jours-ci, depuis cette crise sanitaire, ils sont les premiers à en avoir pâti. Et puis on conclura sur une note sans doute optimiste, avec Florian qui vient nous parler d'une opération particulière qui est tout à fait dans la prévention vis-à-vis des crises qui sont peut-être devant nous. Voilà, ce menu est assez chargé. Et puis, Nathalie, elle interviendra un peu quand elle le voudra pour apporter un complément, questionner, nous renvoyer éventuellement une question à nous autres. Vous pouvez commenter pour ceux qui suivent les opérations depuis la page Facebook, si j'ai bien compris, et on pourra relever vos interrogations éventuelles. Voilà, sans plus tarder et en vous souhaitant une bonne soirée sur ce thème-là, je laisse la parole à Christophe pour ce panorama de la question. Merci à toi d'avance. Merci Claude pour cette introduction. Bonsoir à toutes et à tous. Alors je vais essayer de dresser, comme l'a dit Claude, un panel sans tomber dans une liste de chiffres et une liste à la Prévert de différentes compétences de la région, mais pour vous rappeler que justement la région, depuis les premières lois de décentralisation, donc depuis la création des régions dans les débuts des années 80, s'est vu confier très rapidement des compétences, d'une part en formation initiale au niveau des lycées et également en termes de formation professionnelle. Donc la région, au niveau des lycées, a cette compétence de déconstruction, d'entretien, de fonctionnement des lycées, également de la restauration et de l'internat des lycées. Donc, une compétence très large au niveau des lycées. Elle est propriétaire des lycées publics de la région Bourgogne-Franche-Comté.
La région a également une compétence, comme je disais, formation professionnelle, qui s'est renforcée depuis maintenant 30 ans et qui fait que c'est une compétence sur laquelle elle intervient fortement, qui lui permet, je dirais, d'accompagner les changements, les transformations de l'économie, d'accompagner les personnes en recherche d'emploi ou en reconversion. La région s'est vue aussi confier une compétence apprentissage au début de la décentralisation, qui a été reprise par l'État il y a maintenant 2 ans. Donc, c'était un élément à prendre en compte parce que jusqu'à les débuts des années, jusqu'à la fin des années 2019-2020, la région pouvait avoir une vision globale, lycée, formation initiale en lycée, formation initiale en apprentissage, formation professionnelle, enseignement supérieur. Et là, maintenant, l'apprentissage est une compétence que l'État a repris en lien avec les organismes professionnels dans son giron. La région, en revanche, est vue confier d'autres compétences depuis 2004-2005, qui sont les formations sanitaires et sociales. Donc, c'est elle qui est en charge des formations d'infirmiers, d'aides-soignants, d'ambulanciers, sages-femmes, masseurs, kinésithérapeutes, toutes ces formations qui ne sont pas des formations, on va dire, universitaires de médecine. Donc, c'est un lien important. On l'oublie un peu, mais dans la crise sanitaire dans laquelle on vit, il ne faut pas oublier tout ce rôle de la région dans ces formations. La région a eu également une compétence qui est arrivée en pendant de la perte de la compétence apprentissage, qui est la formation, la mise en place d'un service public régional de l'orientation, donc avec tout cet enjeu d'accompagner les jeunes franc-comtois, bourguignons, vers des formations, vers quel type d'orientation professionnelle, donc un enjeu très très fort. Et par là-dessus, et si la région, comme l'a rappelé Claude, intervient fortement dans l'enseignement supérieur. Alors, l'enseignement supérieur reste une compétence État, mais l'État a reconnu dans les différentes lois de décentralisation ces dernières années comme quoi la région était l'interlocuteur privilégié et devait être ce garant d'organisation de l'enseignement supérieur au niveau de l'ensemble des collectivités territoriales pour travailler sur un peu cette organisation et surtout sur la mise en place d'un schéma régional d'enseignement supérieur, de recherche et d'innovation. L'enseignement supérieur, c'est aussi la recherche, c'est aussi l'innovation. Donc, fait que cette approche de la formation, qu'on pourrait appeler tout au long de la vie, en tout cas initiale, formation professionnelle, enseignement supérieur, formation sanitaire sociale, vous voyez bien que la région a un vaste domaine d'intervention. Pour compléter, la région aussi a récupéré la compétence des transports scolaires, ce qui n'est pas anodin. Alors, les transports scolaires qui vont aussi bien pour les transports scolaires des collèges, mais également des lycées. Donc, tous les bourguignons franc-comtois, je dirais, utilisent les transports scolaires qui sont pilotés, mis à disposition et gérés par la région. Alors, ça peut être aussi, je dirais, tout un peu de l'aménagement du territoire, hein, c'est ce terme de transport scolaire pour que tout le monde puisse avoir accès à la formation initiale le plus proche possible de chez lui, en tout cas la formation initiale qu'il souhaite. Donc, vous voyez bien, cette approche globale de la formation que la région a dans son panel. Alors, pour faire un peu une approche budgétaire, sans rentrer dans trop de chiffres, hein, si on retient un budget de la région Bourgogne-Franche-Comté de l'ordre de 1,6 milliard, qui était le budget de 2020, le budget 2021 étant un peu faussé par rapport à la crise sanitaire, donc un budget d'1,6 milliard, on peut retenir que le budget consacré au lycée, formation initiale, c'était 300 millions, vous voyez bien. D'une part, à peu près 100 millions qu'on pourrait dire liés à la construction, la rénovation, l'entretien des lycées, et presque 200 millions qui sont liés au fonctionnement des lycées, l'achat d'énergie, tout ce qui est lié à notamment l'entretien ménager, parce que je viendrai après sur les compétences spécifiques des lycées, mais la région intervient très, très fortement dans les lycées. La formation professionnelle, ça représentait à peu près 250 millions, pareil en termes du budget, alors ramener toujours à 1,6 milliard, ce qui veut dire que 250 millions, c'est beaucoup par l'achat de formations qui sont après mises à disposition des personnes en recherche d'emploi ou en reconversion, donc un fort volet. Et l'enseignement supérieur, donc là, la région intervient sur des volets un peu plus précis, mais on est de l'ordre de 20-30 millions, ce qui n'est pas non plus anodin au niveau de cette approche globale en termes budgétaires. Donc, on pourrait dire que la région, sur un budget régional, hein,
globalement, il y a une grosse partie qui sont liées au transport. La région, ce n'est pas l'objet de la soirée, mais la région a la compétence des transports régionaux. Et l'autre gros volet du budget, c'est la formation, formation initiale des lycées et la formation professionnelle. Donc, une compétence, comme l'a rappelé Claude, qui est parfois méconnue, mais qui est totalement, je dirais, importante et sur laquelle la région peut agir avec tous les compétences que lui a données l'État. Pour faire un focus plus spécialement sur les lycées, pour revenir à la approche de la région Bourgogne-Franche-Comté, la région Bourgogne-Franche-Comté, c'est 129 lycées publics répartis en Bourgogne-Franche-Comté. Dans ces 129 lycées publics, il y a à peu près une vingtaine de lycées agricoles publics. Hein, il y a des lycées publics éducation nationale, il y a des lycées publics ministère de l'Agriculture également. Donc, ils forment tout ce qui est formation initiale. Donc, ils vont des formations CAP, Bac Pro, le Bac, BTS. Donc, oui, des formations assez larges, classe préparatoire également. La région, ce sont 2,5 millions de mètres carrés construits, donc pour ces 129 lycées importants. La région, je l'ai dit, a eu aussi un transfert de personnel dans les années 2010. C'est à peu près 3000 agents qui, chaque jour, font fonctionner les lycées. C'est des agents non éducatifs, hein, ce sont des agents techniques de restauration, techniques d'entretien des bâtiments, techniques ménagers. C'est 3000 agents répartis sur l'ensemble des lycées. Donc, sans ces agents-là, hein, on le dit clairement, les lycées ne fonctionneraient pas. Claude, qui a été proviseur, pourrait également le dire. Hein. Ce sont des agents régionaux qui, au quotidien, font fonctionner les lycées pour que l'ensemble des enseignants puissent, je dirais, être dans des bonnes conditions face à des élèves. Justement, parlant d'élèves, hein, à peu près, alors les chiffres fluctuent, mais on a à peu près 109 000 lycéens bourguignons-franc-comtois, dont à peu près 88 000 dans les établissements publics. Alors, j'en parle très peu ce soir, mais la région, je dirais, par les lois d'autorisation aussi, et par la loi de l'éducation nationale, contribue par ce qu'on appelle le forfait externat à des fonctionnements des lycées privés sous contrat. Mais ça, c'est un volet qui représente à peu près, je dirais, 20 000 lycéens qui sont dans ces lycées privés. À peu près, donc, on a donc à peu près, donc ces 109 000 lycéens dans l'établissement public, on a à peu près 10% qui sont en lycée agricole. La région a cette compétence également dans les lycées de l'hébergement, l'internat, et c'est à peu près 20 000 places d'internat réparties sur l'ensemble des territoires. Donc, on pourrait dire que la région, c'est le premier organisme logeur à l'échelle du territoire en termes de 20 000 places offertes aux lycéens. Et surtout, la région, c'est la compétence restauration, c'est 10 millions de repas par an qui sont produits et qui sont proposés aux lycéens, 10 millions de repas, hein, donc le repas le petit déjeuner, le repas la pause méridienne et le repas du soir pour les internes. Donc un axe fort, c'est 10 millions de repas, peut-être que Stéphanie en parlera par la suite, en termes de politique d'achat de ces repas, des produits et de l'approche liée à l'agriculture, liée à la production locale, un fort enjeu. Et puis, un enjeu aussi fort, la région vis-à-vis des lycées, la région a cette compétence du numérique en termes de mettre en place l'ensemble du numérique pour l'évolution de la pédagogie vers le numérique. Donc, la région a cette compétence. Ce n'est pas elle qui va définir les programmes pédagogiques numériques, mais c'est elle qui va mettre en place l'équipement numérique, mettre en place le fonctionnement du numérique. Un fort enjeu, hein, d'autant plus, on vient de le vivre depuis ces 2 ans, je dirais tout ce qui est ces enseignements à distance, sans les régions, pas la région Bourgogne-Franche-Comté, mais sans les régions, sans les collectivités territoriales, cet enseignement à distance n'aurait pas pu avoir lieu, il faut aussi le reconnaître. Donc, vous voyez bien cette action au terme des lycées qui, aux côtés de l'éducation nationale, je dirais, fait que les lycées fonctionnent, puissent fonctionner, hein, c'est un accompagnement fort. La région également, là c'était les compétences obligatoires, la région peut avoir des compétences, je dirais, par sa propre volonté d'accompagnement de la pédagogie de l'éducation nationale, qui peut être un accès à la culture, un accès au sport, un accès, je dirais, à des démarches de développement durable. On en parlera peut-être après avec Florian.
la région a mis en place des dispositifs, peut mettre en place des dispositifs comme ce qu'on pourrait appeler éco-école ou Agenda 21 dans les lycées. Elle a tout à fait cette compétence de le faire par sa propre volonté pour, je dirais, accompagner les citoyens de demain dans leur, je dirais, de leur approche du développement durable ou de la prise en compte du réchauffement climatique. Donc, la région, je dirais, a vraiment par rapport à ces lycées une forte implication répartis sur le territoire, parce que ce qu'il faut voir, donc les 129 lycées, on peut avoir des lycées, bien sûr, en centre-ville urbain, à Dijon, à Châlons, sur Saône, à Besançon, à Auxerre, à Montbéliard-Belfort, mais on a aussi des lycées répartis dans des territoires plus ruraux, hein. On peut avoir des lycées à Decize, on peut avoir des lycées qui sont à Champagnole, des lycées qui peuvent être à Grès, ou des lycées qui peuvent être à Lure, des lycées qui sont aussi à Tonnerre. Vous voyez, une répartition du territoire très importante à l'homme de maillage, permettant à ce que des élèves puissent trouver au plus proche de chez eux un enseignement de qualité, un enseignement qui leur permet aussi de ne pas faire des choix par défaut. C'est un enjeu fort, Stéphanie pourra aussi revenir, un enjeu fort de permettre ce choix aux élèves en formation initiale. Christophe, je me permets Voilà. juste de t'interrompre, puisqu'on a travaillé ensemble dans le cadre Oui. du groupe de travail, et tu nous expliquais que finalement, il y avait peut-être un peu un danger pour les lycées professionnels, hein, à faible effectif, et tu nous disais aussi que parfois, supprimer un lycée professionnel, c'était mettre à mal la ville de son implantation. Tu avais pris l'exemple de Varzy, et ce serait vraiment intéressant que tu nous expliques un petit peu ce que tu entendais par là. Alors, oui, un lycée, alors le lycée, je dirais, alors bien sûr, quand on a un lycée dans un milieu urbain, je dirais, on passe devant, on s'inquiète peu du lycée, il fait partie de l'image urbaine. Un lycée dans une ville, un bourg rural ou un bourg semi-rural, je dirais, ville de 5 000, 10 000 habitants. Un lycée, c'est un lieu de vie, c'est un lieu qui permet d'être aussi une attractivité pour que des personnes puissent venir s'installer, sachant qu'il y a un lycée, il peut y avoir un collège, il peut y avoir, je dirais, d'autres activités. Donc, c'était vraiment un lycée ouvert sur son territoire et permet aussi peut-être de travailler au plus près du besoin du territoire. Or, sans dire que le lycée doit travailler exclusivement sur les formations liées au territoire, mais c'est un peu un besoin qui fait ce lien entre la formation initiale et notamment la formation initiale professionnelle, hein, qui a toute sa place, je dirais, pour former des jeunes en lien avec leur territoire, parce que aussi l'objectif, c'est que chacun puisse choisir la voie de formation qu'il souhaite et ne pas partir, je dirais, vers les centres urbains pour faire des formations et peut-être plus s'épanouir, parce que le terme était là, s'épanouir sur un lycée à proximité de chez lui. Voilà. Après, je n'ai pas trop dans le détail, mais c'est vrai que dans le panel des lycées, il y a des lycées d'enseignement général, des lycées polyvalents, enseignement général technologique, et des lycées professionnels. Donc, il y a tout un enjeu aussi de ne pas, et on en a parlé, qu'on a travaillé ensemble, Nathalie, de cette taille de lycée, parce qu'il y a aussi dans la région des très, très gros lycées, hein. On citait le lycée Jeannot à Sens, plus de 3000 élèves. On a des lycées sur Besançon, Dijon, qui sont 2500 élèves. C'est toute la qualité et l'accompagnement des élèves lorsqu'on est dans des structures aussi importantes. Alors, il est clair que des élèves, je dirais, qui n'ont pas de difficultés scolaires ou qui ont je dirais, un monde je dirais, familial qui peut les accompagner, ils n'auront pas de difficultés. Mais ce qu'un élève en difficulté ou qui n'a pas les ressources dans sa famille, dans ces gros lycées, peut-être ne trouvera pas ce qu'il pourrait retrouver dans un lycée à taille plus humaine, disons. Donc, il y a tout un travail à définir avec l'éducation nationale, bien sûr, ces lycées pour que, je dis, l'élève puisse s'épanouir. Donc, de ne pas aller vers, c'est un peu cette sensation du lycée, plus on est gros, plus le lycée le mieux est le lycée. Ce n'est pas systématique. Et puis après, il y a ce maillage territorial. Alors, la région, comme je disais, a la compétence des transports scolaires, donc fait que il faut que les transports scolaires puissent, si un élève cherche une formation qui n'est pas à proximité de chez lui, puisse avoir un transport scolaire facilité
des lieux d'hébergement, j'en ai parlé, l'internat. Important que les élèves puissent avoir des places d'internat. Alors, il y a toute une politique, je dirais, d'accompagnement par rapport à des places d'internat. Parce que la région a la compétence internat, hébergement, c'est que c'est elle qui va fixer les tarifs d'hébergement et les tarifs de restauration. Donc, important en termes de tarifs d'hébergement, permettant à des familles, je dirais, modestes, d'avoir un modèle, et n'est pas ce choix par défaut, disons, l'internat va nous coûter cher, je ne permets pas à mon enfant d'aller là, alors que l'internat, il y a tout un accompagnement que la région peut avoir. Et également par rapport à la restauration, de dire qu'il y a des accompagnements pour que des enfants puissent, des élèves puissent manger, je dirais, des plats de qualité à des prix tout à fait raisonnables par une politique incitative de la région. Donc, c'est une vision globale qu'il faut avoir, c'est aussi d'accompagner pour que, éviter ces fractures qu'on pourrait dire fractures sociales de l'éducation, c'est de redonner une égalité des chances. Hein. Alors, je ne parle pas de la fracture numérique parce qu'il y a tout cet aspect-là aussi d'accompagner les enfants, les élèves qui n'ont pas accès à des équipements par leur famille, ne peuvent pas leur offrir en termes économiques des équipements Christophe, informatiques. Oui. oui, voilà, je suis désolé de jouer le monsieur temps, mais il le faut Mais un tu as raison, je suis intarissable. Voilà, je sais, mais on va encore avoir besoin de toi. D'abord, vraiment grand merci parce que ton tableau initial a permis à des gens qui peut-être n'ont pas d'informations de voir justement que c'était aussi large et tu as même lancé des problématiques là sur lesquelles on va revenir. Et les lycées sont le premier aspect par lequel on voit justement cette complexité. Alors, on va faire comme on le fait d'habitude, ça marche bien. Stéphanie, et peut-être, si ce n'est pas une réaction, mais là-dessus, sur cette présentation, sur ces premiers éléments, une première réaction? Oui, c'est toute l'importance de la région, Bourgogne-Franche-Comté, comme toutes les régions, sur cet aspect-là d'accompagnement des élèves. Et je pense qu'effectivement, c'est tout à fait méconnu. Donc, Christophe nous a fait un rappel aussi. Bon, le lycée, compétences et lycée, c'est aussi tout ce qui est autour des bâtiments, de l'entretien des bâtiments, donc de tout l'effort qui doit être fait en termes d'excellence aussi de transition écologique sur les bâtiments par la rénovation thermique, la rénovation tout court des bâtiments. Tu nous as fait aussi un constat sur les différentes sortes de lycées, leur implantation. Moi, je tiens aussi à rappeler l'importance de maintenir les lycées professionnels, tu nous as dit aussi, parce que ça fait partie effectivement de bassin de vie, mais au-delà aussi, et encore aujourd'hui, nous étions à Besançon avec Yannick Jadot et Claude Mercier, et nous avons vu toute l'importance des savoir-faire et des transmissions de compétences. Et donc, les lycées techniques et les lycées professionnels sont des endroits vraiment qui ont la vocation de transmettre des compétences et des savoir-faire extrêmement importants. Donc, il faut vraiment faire une politique de valorisation de ces lycées professionnels qui ne doivent pas être des voies par défaut, mais des voies choisies et des voies qui doivent permettre et qui permettent d'ailleurs tout à fait une intégration professionnelle tout à fait satisfaisante, de même d'ailleurs. Et on y reviendra aussi. Puis il y a d'autres webinaires qui seront autour de l'alimentation et donc de l'importance de la restauration dans les lycées, mais aussi des lycées agricoles qui sont aussi importants par rapport justement à ce que nous ambitionnons, nous, autour de la transition alimentaire et de l'alimentation plus locale. Donc, des lycées sur lesquels nous sommes extrêmement attentifs. Et puis, un dernier point aussi, donc effectivement, savoir que la région aide les familles aussi, c'est très peu connu, je l'ai vu, moi je l'ai vécu, notamment sur les transports. Donc, dire aussi que c'est l'importance du choix du jeune, du jeune garçon, de la jeune fille, sur son orientation et qu'en aucun cas, effectivement, des critères d'éloignement ne doivent être des critères en fait de renoncement, notamment pour les familles modestes. Et puis, un dernier point aussi que je partage totalement, d'ailleurs, nous avons la problématique sur Sens, où c'est là qu'effectivement, c'est le seul endroit dans notre programme où nous préconisons en tout cas une réflexion très très forte sur la création d'un nouveau lycée pour éviter ces lycées qui sont parfois de taille très 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 grande et qui peuvent être pour un certain nombre de jeunes des endroits dans lesquels ils ne se reconnaissent pas et qui ont beaucoup beaucoup de mal à réussir. Voilà, je ne vais pas être plus Ok. longue, la soirée va être riche et dense, donc j'aurai certainement l'occasion de revenir vers vous. Alors, très bien, ça montre aussi dans ton intervention l'ensemble des questions qui sont soulevées à travers cette entrée en matière.
sur la formation et en particulier sur les lycées et les lycées professionnels. On touche à tout. Mais je retiens deux choses sur lesquelles on peut même échanger avec nos amis qui vont suivre là, sans empiéter sur leur domaine, sur le domaine dans lequel ils vont intervenir, mais sur deux questions qu'on pourra garder comme des fils rouges dans la réunion, tout au cours de la réunion. D'abord, cette idée qu'on doit travailler en partenariat. Ça, c'est l'ancien proviseur qui parle aussi, parce que je me souviens très bien de mon agenda, de ce que je faisais et des rencontres que j'avais. On doit absolument travailler, lorsqu'on s'occupe d'un lycée, avec les services de l'État d'abord, je commence par eux, c'est-à-dire par le rectorat. C'est le premier grand partenaire. Du point de vue de la hiérarchie administrative, bien entendu, de la hiérarchie pédagogique pour ce qui concerne les professeurs, et toute la difficulté, toute la subtilité, mais je crois que ça va faire partie de cet état d'esprit auquel nous allons nous attacher, c'est de mettre les gens autour de la table. C'est-à-dire que personne ne peut rester dans son seul carré. Hein, d'un côté, justement, le rectorat, alors qu'à côté, on a le fournisseur de moyens, en partie, en tout cas, pour ce qui est de la maintenance des établissements ou la vie de la restauration scolaire. Eh bien là, c'est la région. Réunir tout ce petit monde, ce serait déjà un fantastique objectif. Non pas que ça ne se fait pas, mais je crois que créer un état d'esprit sera probablement ce qui sera l'un de nos premiers objectifs. En tout cas, Christophe et Stéphanie ont bien fait de souligner que nous avions là des partenaires. Et il y en a d'autres dans la gestion d'un établissement scolaire qui interviennent, par exemple, pour les questions de sécurité, pour les questions de la santé physique et mentale des lycéens. On doit tous avoir en tête et travailler ensemble, parce que c'est dans un seul lieu que se réalise une bonne partie non seulement des apprentissages professionnels ou généraux, mais aussi de cette entrée dans la vie pour les adolescents qui sont accueillis. Donc notre responsabilité est grande. Voilà un premier thème qu'on retrouvera tout à l'heure. Travailler ensemble. Et avec qui? Il faudra les identifier, faire des audits à chaque fois. Le deuxième thème, c'est celui de cette localisation. Où est-ce qu'on doit mettre des choses? Où est-ce qu'on doit maintenir, valoriser des choses? Il faut, et c'est un des axes majeurs de notre liste, hein, dire que nous sommes favorables à une forme de proximité, à toutes les formes possibles de proximité. Et là, l'une des clés, c'est la mobilité. Christophe l'a dit, je n'y reviens pas. Mais il y a des problèmes spécifiques que nous aurons à régler. Tel endroit, faut-il maintenir? Et nous avons dit que nous allons maintenir parce qu'un lycée, c'est aussi un instrument d'aménagement du territoire, du maintien d'une certaine activité, d'un certain bassin de vie. Ça, c'est vraiment un thème important. On aura d'autres questions à résoudre. Par exemple, à Baume-les-Dames, hein, dans le Doubs, il y a des gens qui s'interrogent, alors qu'il n'y a pas de lycée général, pourquoi est-ce qu'à un moment donné, lorsque la population augmente, on ne pourrait pas ouvrir des sections dans un gros bourg, petite ville, comme celle-là? Question que je laisse en suspens. Ça, c'était les deux premiers thèmes. Puis le troisième thème, c'est celui des formations. La région ne maîtrise pas en tant que telle. On va voir tout à l'heure que pour la formation professionnelle, là aussi, c'est un dialogue. Et bien, dans les lycées professionnels, c'est un dialogue à trois, parce qu'au rectorat des entreprises, au moins trois partenaires qui, dans toute notre réunion, là, dans toute la préoccupation qu'on aura sur l'éducation et la formation, doivent être mis autour de la table, parce que dans un lycée professionnel, on ne fait pas une formation simplement pour se faire plaisir, il faut qu'elle réponde à des besoins. Les élèves vont en stage, et il y a l'apprentissage, et nos interlocuteurs, et quand les choses se passent bien, quelle richesse, effectivement, des élèves qui sont allés là en situation de grande difficulté en sortent parce qu'ils ont retrouvé de la motivation. Et je suis sûr que nos intervenants qui vont suivre vont reprendre ce thème-là. Donc, voilà, avec ce tableau brossé, on peut entrer, me semble-t-il, en matière, sauf si l'un de mes co-intervenants là, veut intervenir sur cette thématique des lycées, en particulier des lycées professionnels. Je suggère que nous passions au thème suivant, celui de la formation professionnelle. Je donne donc la parole à Michel sur ce thème-là pour 5-10 minutes.
Une mission délicate alors pour 5-10 minutes. Je vais me présenter. Merci Claude. Donc Michel Aberstro, je dirige un organisme de formation spécialisé dans les métiers de l'agroalimentaire. C'est un organisme paritaire, donc sous forme association, piloté par des représentants des branches professionnelles patronales et des salariés. Nous avons 2 métiers, donc nous travaillons sur les métiers de l'agroalimentaire. D'un côté, nous sommes de formation d'apprentis hors mur, et d'un autre côté, nous travaillons pour la formation des demandeurs d'emploi et aussi des salariés du secteur agroalimentaire. Donc moi, la particularité, c'est que je gère donc un CFA dit hors mur, c'est-à-dire que je suis un intermédiaire entre les organismes de formation, les entreprises et les jeunes. Alors, mon expérience sur ces sujets-là, et ça a déjà été dit, c'est que la formation, l'aménagement du territoire sont vraiment 2 thématiques très liées, et que les politiques conduites, et notamment au niveau du Conseil régional, doivent allier cette dimension aménagement du territoire. Qu'effectivement, la proximité est quelque chose d'intéressant pour les jeunes ou les demandeurs d'emploi, mais qu'elle n'est pas toujours possible. Pourquoi? Parce que certaines formations demandent des plateaux techniques qui ont un coût et qu'on ne peut pas installer dans tous les départements ni dans toutes les villes. Et certaines formations vont concerner aussi des métiers à plus ou moins faible effectif, où pour pouvoir maintenir ce type de formation, il va falloir travailler à une échelle plus large. C'est ce que nous faisons. Moi, je gère un BTS avec le lycée de Charolles, par exemple, qui s'appelle Bioqualité, pour le citer, qui est unique, qui est pratiquement unique dans la région. Donc, c'est une difficulté. Alors, pour préciser un petit peu ce qu'a dit Christophe sur l'apprentissage, auparavant, la région avait en main toute la politique de l'apprentissage, puisque pour pouvoir être CFA, on est à peu près 130 CFA dans la région, il fallait avoir une convention quinquennale signée avec la région. Donc la région avait un rôle de régulateur de l'apprentissage. La réforme de l'apprentissage, qui est une réforme libérale, c'est tout le monde peut faire de l'apprentissage. Quand je dis tout le monde, tout organisme de formation enregistré auprès de la Direct, qui vient de changer de nom, mais je vais l'appeler Direct parce que je ne me souviens plus du nouveau nom, et avec une condition, c'est d'avoir une certification qualité. Mais disons que tout le monde est parti sur l'apprentissage. Donc, il n'y a plus de régulation. Et le système de financement est un système de financement au coût contrat. Donc, c'est une logique très perverse qui, à la fois, permet d'ouvrir beaucoup de formations en apprentissage, qui met en compétition toutes les formations, mais aussi qui est difficile pour les formations à faible effectif. Et aussi pour l'aménagement du territoire, puisque certains métiers ont besoin de regroupement, ce qui n'est pas vrai de tous les métiers. Alors, la région a encore 2 outils intéressants. On lui a confié un petit budget pour faire de l'aménagement du territoire. Donc, cette année, la région a décidé d'aider les sections à faible effectif. Deuxième logique, la région a encore des moyens sur l'investissement sur les CFA. Alors, nous, en tant qu'écologistes, ce qu'on peut regretter, c'est qu'il n'y a pas vraiment de priorité sur les métiers. Il n'y a pas non plus de volonté pour créer de nouvelles filières de formation sur les métiers émergents. On était tout à l'heure avec Stéphanie à la Recyclade, on nous a parlé du métier de valoriste qui n'existe, où il n'y a pas de formation, si j'ai bien compris ce que nous a dit le directeur de la Recyclade. Mais c'est vrai aussi où c'est à développer sur le maraîchage biologique, par exemple.
Et donc, pour développer de nouvelles formations, il faut pouvoir démarrer avec des faibles effectifs. Et là, la région a un rôle à jouer. Et sur les choix d'accompagnement, il n'y a pas non plus, ce qui me semble intéressant, des logiques d'éco-conditionnalité des aides apportées par la région. Et ça, nous, écologistes, on peut travailler là-dessus. Donc, voilà ce que je voulais dire sur l'apprentissage. Une autre difficulté, c'est la mobilité pour justement les jeunes qui sont souvent dans un cas où ils vont avoir 3 lieux de vie, 2 ou 3 lieux de vie, entre le lieu de vie familial, le lieu de vie au lycée ou au CFA, parce que c'est un peu la même problématique, et le lieu de vie près de l'entreprise, parce que dans certains cas, j'ai ma formation à Dijon, j'ai mon entreprise à Clamecy, et moi, je viens de Nevers. Exemple que je connais. Donc là, aujourd'hui, c'est embêtant parce que la réforme de l'apprentissage, auparavant, la région donnait des aides à la mobilité. Aujourd'hui, ces aides ont été réduites, mais je pense néanmoins qu'on doit pouvoir avoir une politique plus favorable pour aider, selon des critères sociaux, je pense, mais pour aider à cette mobilité qui est un vrai frein pour beaucoup de jeunes. Et puis après, ce qui est un peu compliqué aussi, même si je suis directeur de CFA, je crois qu'il faut que toutes les voies de formation sont intéressantes et il ne faut pas non plus déshabiller les lycées professionnels, les lycées agricoles en faveur de l'apprentissage. Il faut, je le sais suffisamment en ayant rencontré des jeunes qui travaillent. Il y a des jeunes pour lesquels l'apprentissage est une voie qui leur convient bien, et puis d'autres non, qui ont besoin d'autres voies, ou certains viennent à l'apprentissage plus tard et commencent par l'initiale. Voilà, il ne faut pas non plus travailler en silo, chacun de son côté, les lycées d'un côté, la voie alternance de l'autre. Je crois qu'il faut créer des mixités et permettre aux jeunes de choisir leur parcours et à un moment ou à un autre, peut-être aller sur l'alternance. Deuxième sujet, la formation des demandeurs d'emploi. Alors, effectivement, ça se fait sous appel d'offres, mais comment sont déterminés les appels d'offres ? C'est les remontées qui viennent des bassins d'emploi avec les branches professionnelles. Et là, un peu compliqué. Un peu compliqué parce que y a des branches professionnelles qui sont mieux organisées que d'autres, donc qui arrivent à mieux faire remonter des besoins que d'autres. Et puis, on est beaucoup sur des logiques de remontée par bassin d'emploi. Donc, quand vous êtes sur des métiers moins fréquents, plus dispersés sur le territoire, où on a besoin de regrouper, c'est compliqué. Moi, j'ai monté une formation sur l'embouteillage. Je suis le seul dans la région à faire une formation sur l'embouteillage. Oui, il y a du vin dans la région, mais il n'y a pas que du vin. Il y a un certain nombre de boissons qu'on embouteille. C'est compliqué de faire connaître la formation auprès des jeunes, des entreprises, alors que notre première promotion n'était pas très nombreux, mais on a eu 100% d'insertion et des CDI derrière. Donc, voilà une des difficultés de la formation des demandeurs d'emploi. Deuxième difficulté, j'aimerais qu'on en parle parce que c'est lié aussi avec les lycées, c'est l'orientation. Aujourd'hui, notre système de formation des demandeurs d'emploi, avec les biais que j'ai donnés, mais globalement, il y a quand même une offre assez intéressante, il est construit, ce système, sur… je me suis perdu. Je suis désolé, là, c'est pas bon. C'est mon premier webinaire et je me suis perdu dans ma discussion. Qu'est-ce que je voulais dire sur les… sur les demandeurs d'emploi et la complexité. Voilà. Merci Stéphanie. La complexité, voilà, ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, on a des parcours de formation qui se veulent qualifiants. Et c'est très bien que des demandeurs d'emploi obtiennent une vraie qualification reconnue. Mais c'est très difficile, quand on ne connaît pas un métier, de s'engager sur 6 mois, 1 an pour aller sur une qualification. Et donc ça, je pense que Virginie pourra, et je vais lui laisser la parole, je pense qu'elle va pouvoir rebondir
sur mon discours. La difficulté, c'est de faire découvrir, c'est de faire connaître et des fois d'aider à la mobilité pour changer d'orientation. Je crois qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes vont faire plusieurs métiers dans leur vie et changer et les amener sur autre chose, ce n'est pas simple. Et moi, j'aimerais bien qu'on puisse réfléchir avec tous les partenaires, parce qu'effectivement, Claude l'a dit, et à juste titre, il faut mettre tout le monde autour de la table, mais réfléchir à des petits parcours de découverte de centres de formation, découverte de métiers qui soient préalables à une entrée dans une qualification, parce que c'est pas simple de s'engager sur 6 mois, 9 mois, même si c'est pour obtenir un diplôme, quand on ne sait pas vraiment de quoi il s'agit. Donc, un travail à faire sur l'orientation qui est vrai aussi sur les lycées. Voilà, j'ai dû utiliser largement mes 5 à 10 minutes. C'est très bien. Et ça tu peux te repréparer à intervenir parce que ce sera ça l'intérêt. On est dans les temps et on pourra se rééchanger. Mais là, je vous propose de le faire dans la continuité, qu'on laisse la parole à Virginie. Puis Stéphanie, justement, pourra apporter des éléments d'échange qui te feront peut-être réagir à ton tour, ainsi que Christophe et les autres. Alors, à Virginie, à toi. Virginie, juste parce qu'on en a aussi beaucoup parlé ensemble, donc si j'ai bien compris par rapport à ce qu'a dit Michel, pour toi aussi, un problème de diagnostic des besoins. Et puis, toi, tu crois que la transition écologique fait partie des solutions pour relier la formation au développement économique. Tu tiens beaucoup à à cette correspondance formation-développement économique. Tu dis toujours qu'il ne faut pas oublier ce deuxième terme. Oui, exactement. Oui, Nathalie, tu as très bien résumé. Donc, je me représente rapidement. Donc, je suis Virginie Charrière, je suis directrice d'une maison de l'emploi qui s'appelle la Fabrique Emploi et Territoire. On est à l'échelle du département, donc c'est important d'agir à cette échelle-là, mais on est aussi en réseau avec les autres maisons de l'emploi de la région Bourgogne-Franche-Comté et on est aussi en réseau avec les maisons de l'emploi au niveau national. Pour vous dire que les réseaux, je pense, sont très importants et que la région aujourd'hui, et ce n'est pas forcément le cas, donc quand les écologistes seront élus, je pense que ce sera intéressant de vraiment consolider ces réseaux-là pour une richesse régionale encore plus grande. Oui, alors effectivement, pour moi, le développement économique et la formation sont intimement liés. Nous, à la Fabrique, en fait, on travaille principalement avec avec tous les acteurs de l'emploi, de l'insertion, de la formation et du développement économique. Et pour nous, tout ça, c'est un seul et même sujet. C'est-à-dire qu'on ne peut pas créer de l'activité, accompagner des entreprises sans accompagner à un moment donné des gens sur le territoire ou d'autres personnes, mais en tout cas pour occuper les emplois qui vont être créés par la même occasion, par cette création d'activités. Alors que peut-être aujourd'hui, sur certains territoires, et nous dans la Nièvre, c'est un peu le cas, c'est un peu en tuyau d'orgue, c'est-à-dire qu'il y a des financements sur la création d'activités, des financements sur la formation, des financements sur l'emploi, et du coup, la transversalité est un peu compliquée à créer. Donc, je pense que la région, elle a sa place, non seulement sur la formation, mais aussi sur le développement économique, puisque c'est une des compétences, depuis la loi NOTRe, de la région et des intercommunalités. Ça veut dire que la région peut aussi agir en grande proximité en travaillant avec des projets avec les intercommunalités sur le développement économique, l'accompagnement des entreprises. Donc effectivement, je pense que aujourd'hui la formation, et Michel en a parlé, et je vais poursuivre sur ce sujet, comment une formation aujourd'hui arrive sur le territoire nivernais ou sur le territoire du Doubs ou sur le territoire du Jura. En fait, il y a des diagnostics qui sont faits avec les branches professionnelles, mais aussi avec des référents formation qui consultent ce qu'on appelle le service public de l'emploi. Donc, c'est les missions locales, Pôle emploi, Cap emploi. Et donc, il y a un diagnostic qui remonte de ce territoire et qui dit, voilà, il y a des emplois sur, je sais pas, sur l'industrie, on parlait de l'agroalimentaire, sur la vitiviniculture. Et donc, tout ça remonte à la région. Et à un moment donné, la région dit, je lance un marché public. Donc, le marché public revient sur les territoires et les organismes de formation répondent à ce marché public. C'est comme ça aujourd'hui que la formation est organisée, en tout cas pour les demandeurs d'emploi, et donc financé par la région. Et c'est vrai que je pense qu'il y a dans les cahiers des charges du coup de ce fameux marché public, je pense qu'on pourrait aller un peu plus loin
ou en tout cas, on pourrait même carrément aller plus loin parce que je ne suis pas sûre que ce soit aujourd'hui complètement pris en compte, l'idée de cette transition écologique sur l'ensemble des métiers. On sait que les métiers sont en train de se transformer. Alors, Christophe parlait de l'accompagnement au numérique, évidemment que le numérique en fait partie, mais pas que. Il y a aussi pas mal de métiers verts, verdissants. Et si on n'accompagne pas les compétences, la montée en compétences, l'évolution des compétences sur ces métiers-là, à un moment donné, il y aura toujours un décalage entre l'offre de formation et l'emploi, alors que les 2 évidemment doivent être intimement liés. Je voulais aussi vous parler donc de l'accompagnement des projets. Aujourd'hui, la région finance une agence économique régionale qui valorise les filières des métiers et les filières économiques de la région Bourgogne-Franche-Comté. C'est vrai que c'est très intéressant. Je pense que d'avoir créé cette agence pour accompagner les acteurs économiques, c'est important. Mais encore une fois, il faut connecter cette agence économique régionale avec l'emploi et avec, on va dire, moi, ce que j'appelle le volet RH globalement, c'est-à-dire l'emploi, la formation, les reconversions professionnelles, et on en a parlé un petit peu tout à l'heure aussi. Je pense qu'il y a un gros boulot à faire pour accompagner les salariés. Et on l'a vu, la période du Covid nous a tous fait un peu cogiter sur est-ce que je suis bien dans mon boulot, est-ce que j'ai envie de changer de vie, etc. Et c'est vrai que les reconversions professionnelles, aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui se posent la question, peut-être un peu plus qu'il y a quelques années ou encore il y a un an. Et il y a sans doute là, de la part de la région et des écologistes, des vraies propositions à faire pour accompagner dans de bonnes conditions les salariés à une reconversion et pourquoi pas, et là c'est je pense des vraies propositions, à une reconversion sur des métiers de la transition écologique. C'est-à-dire que si on n'accompagne pas dans ces métiers, et ben à un moment donné, on lance jamais le processus non plus. Donc je pense qu'il y a d'un côté l'accompagnement des entreprises sur des pratiques plus écologistes, plus environnementales, etc. Et là, il y a encore, croyez-moi, beaucoup de boulot à faire, même si on sait que des entreprises sont dans ce processus-là, mais je pense qu'il y a encore un gros coup de collier à mettre. Et là, les écologistes ont vraiment toute leur place pour accompagner les entreprises là-dessus. Et puis accompagner effectivement les compétences, la montée en compétences, et dans le marché public de formation, pouvoir vraiment mettre une note écologiste très forte. Et je pense que ça correspond quand même à des envies, j'ai envie de dire, ou en tout cas à des besoins et à des envies des gens, parce que ça va quand même dans le sens de l'histoire, d'être un peu plus sur ces métiers, et peut-être qu'ils peuvent attirer d'ailleurs plus de jeunes parce que, je reviendrai, à ce que disait, Michel tout à l'heure. C'est vrai que la promotion aujourd'hui des métiers nous fait partie du boulot de la fabrique, des maisons de l'emploi. Promouvoir les métiers, donc on accompagne sur le volet RH, on fait la promotion des métiers et des filières. Et c'est vrai que, aujourd'hui les métiers sur lesquels on a des difficultés de recrutement, c'est souvent les métiers qui sont peu connus, méconnus, mal considérés, et là, il y a un gros boulot à faire auprès de nos jeunes. Alors c'est vrai que c'est bien s'ils restent sur nos territoires. Après, s'ils vont se former un peu ailleurs, mais qu'ils reviennent, c'est bien aussi, parce que nous, dans la Nièvre, on a quand même une baisse de la population, donc faut pas qu'ils aillent trop loin, même si ça les enrichit forcément d'aller se former un peu ailleurs. Mais il n'empêche qu'il y a des emplois sur nos territoires qui sont souvent méconnus, et les jeunes souvent se posent la question de ben, moi je veux bien rester habiter là, ou je veux bien aller me former un peu et revenir, mais sur quoi? Et là je pense qu'il y a vraiment un gros travail à faire pour mettre en avant en fait ces besoins en emploi et ces métiers. Et la région finance dans le cadre des mutations économiques des démarches qu'on appelle de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, et ces démarches-là permettent d'identifier les besoins en emploi. Nous, à la fabrique, on en a mené plusieurs sur l'industrie, sur l'usinage, sur la vitiviniculture, ce qui a donné lieu d'ailleurs à un groupement d'employeurs insertion et qualification. Je ne vais pas m'étendre là ce soir parce que je pourrais en parler longtemps, mais en tout cas, c'est intéressant de voir que la région, elle a à sa main des financements qui permettent d'aller au plus près des territoires. Nous, on en bénéficie, par exemple. Et il y a d'autres partenaires sur le territoire bourguignon et franc-comtois, comme AMDF à Autun, comme le Pays Beaunois, par exemple, qui mènent ces démarches-là et qui peuvent aller détecter au plus près des territoires les besoins en emploi et du coup les besoins en formation. Et donc, tout ça est bien lié. Donc, c'est pour ça que je disais, le développement économique et la formation sont bien liés. Enfin, je finirai sur un sujet, moi, qui me semble important quand on est écologiste et qu'on va arriver dans cette grande région, c'est l'économie sociale et solidaire. Je pense qu'il y a un vrai gros boulot à faire pour accompagner les projets dans ce domaine-là.
et qu'aujourd'hui, il y a une chambre régionale de l'économie sociale et solidaire qu'il faut remobiliser ou mobiliser tout court sur l'ensemble de la région. Nous, je sais que dans la Nièvre, elle est très, très peu présente et je ne suis pas sûre qu'elle soit, alors c'est une histoire de moyens sans doute, une histoire d'orientation politique, mais je pense qu'il y a un vrai gros boulot à faire avec cette chambre régionale de l'ESS. Et puis l'économie circulaire, parce que finalement, si on arrive à créer des emplois grâce à l'économie circulaire, si on arrive à créer de l'activité, des entreprises qui s'installent ou qui mutent sur l'économie circulaire, bah forcément, on créera de l'emploi. Et là, j'en reviens à mon processus. Si on crée de l'emploi, il faut former des gens. Et s'il faut former des gens, eh bien, il faut un appareil de formation. Juste petite parenthèse sur l'appareil de formation. On a parlé tout à l'heure des lycées professionnels. Il faut savoir que les lycées professionnels, les plateaux techniques sont les mêmes que la formation continue. Ça veut dire que s'il y a un lycée professionnel qui ferme son plateau technique, on ne peut plus former de jeunes, mais on ne peut plus former d'adultes. Et pour faire réouvrir à l'éducation nationale un plateau technique, nous, on l'a vu sur l'usinage. À un moment donné, il y avait une fragilité. Je pense qu'on aurait vraiment peiné. Il y a quelques années, il y avait 3 plateaux pour l'usinage dans la Nièvre, il n'y en a plus qu'un. S'ils ferment, ça veut dire qu'il faut que les jeunes aillent se former dans Lyon ou même encore hors de la région. Et vous voyez, avec tout ce qu'on s'est dit tout à l'heure, la problématique que ça pose en termes de désertification et puis de richesse du territoire. Voilà, je finirai là-dessus. Évidemment, j'ai plein d'autres choses à dire. Je finirai peut-être juste sur un espèce de petit slogan, moi, que j'aime bien, c'est que je pense qu'en tant qu'écologiste, la région, elle doit accompagner toutes les transitions individuelles, collectives et évidemment la transition écologique. Je pense qu'on a une grande place à tenir sur ces sujets-là. Ça aurait presque pu être le titre de notre soirée. Joli. J'espère que j'ai pas été trop longue. Parfait, Oui, merci. non, merci, très bien. Stéphanie, tu veux réagir? Oui, très rapidement, parce On que du redonnera coup, la parole justement, puisqu'on est tous interpellés, et même Jean-François pourra y aller pour une transition vers son domaine. Mais d'abord, Stéphanie. je vais être assez rapide parce que Michel et Virginie ont brossé un tableau très réaliste et donné déjà pas mal de pistes. Je voudrais juste appuyer, moi, effectivement, je crois que c'est Christophe le premier qui en a parlé, sur la compétence qu'a maintenant la région sur l'orientation. Et l'orientation, effectivement, c'est l'orientation des jeunes, c'est l'orientation des publics en reconversion. Et là, je pense qu'il y a vraiment un vrai travail à faire sur l'orientation, de même que sur la formation tout au long de la vie, je dirais bien l'orientation tout au long de la vie. Nous sommes en plus dans une société en mutation, nous l'avons dit, nous souhaitons une transition écologique, donc avec l'émergence de nouveaux métiers, des métiers qui soient porteurs de sens, des métiers qui soient en lien avec la transition énergétique, avec les nouveaux métiers émergents. Donc c'est vrai que là, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui n'a pas encore été fait par la région Bourgogne-Franche-Comté et que vraiment nous emploierons à faire. Et nous avons vu que les acteurs sont sur le terrain. Donc maintenant, il faut vraiment voir comment nous pouvons faire concrètement pour faire connaître tous ces métiers sur l'ensemble du territoire. Un point aussi sur la mobilité. Moi, je pense qu'effectivement, notamment quand on est jeune, moi, je pense que c'est bien de pouvoir effectivement quitter son département, si l'on en a envie, d'y revenir ou pas, mais en tout cas aussi qu'il y ait une mobilité globale. Et c'est vrai que là aussi, ça a été longuement débattu. On a fait un groupe de travail très intéressant sur ces questions de formation, apprentissage, etc. C'était de dire que vraiment, si l'on souhaite une mobilité, alors il fait une mobilité déjà mentale, c'est-à-dire c'est la possibilité d'envisager de changer d'orientation, de métier, ça c'est une première chose. La mobilité géographique aussi, tout simplement, et que pour accompagner cette mobilité géographique, donc on a vu quand on est jeune, quand on est lycéen, il y a des leviers que la région a mis en place pour aider. Pour les demandeurs d'emploi, il y a aussi, mais moi je pense qu'ils ne sont pas forcément suffisants. Et notamment, je vais prendre un exemple très concret de quelqu'un qui a charge de famille et pour lequel c'est extrêmement compliqué de pouvoir envisager de se former sur 8 à 10 mois parce que ça coûte de l'argent. C'est une organisation familiale à mettre en place et donc c'est souvent un renoncement, notamment quand la formation n'est pas sur place. Donc il faut vraiment donner un coup de main extrêmement efficace, donc financier en grande partie, aussi en termes d'hébergement possible. Il faut vraiment faciliter la vie des personnes qui souhaitent se réorienter. Et puis, ça a été dit aussi, bien évidemment, donc moi, je pense, pour travailler, moi, au sein du service public de l'emploi, donc je connais bien la problématique des demandeurs d'emploi, je pense qu'il faut faire connaître les métiers. Donc, il y a aussi des SAS, il y a des possibilités déjà qui existent, hein, notamment aussi des plateformes de préqualification qui sont là.
On n'a pas parlé non plus de l'apprentissage du français langue étrangère. Donc moi, j'ai envie d'en parler aussi un peu par provocation pour celui qui, à la région Bourgogne-Franche-Comté, ne cesse de dire qu'on en fait trop. Moi, je trouve qu'on n'en fait absolument pas assez parce que c'est une richesse aussi et que nous avons besoin effectivement d'avoir des gens qui très rapidement puissent parler, échanger en français quand ce n'est pas leur langue d'origine. Donc, quelque chose de vraiment important. Donc, les plateaux, en fait, les SAS, les préorientations, ça existe. Peut-être aussi mettre en réseau. Et je crois que ça, c'est Virginie qui l'a dit aussi, et Michel, et Claude aussi. Je pense qu'il faut vraiment continuer à travailler en réseau, en complémentarité. Faire attention aussi à ce que les formations soient bien étalées dans le temps et qu'elles ne soient pas redondantes à certains moments, et surtout un meilleur équilibre aussi dans l'ensemble de la région, parce qu'il y a pléthore de formations, pléthore d'organismes dans certains endroits, et dans d'autres, il n'y a rien du tout. Donc, encore beaucoup de pain sur la planche, mais nous y avons travaillé et nous y contribuerons grandement. Très bien, je vais donner la parole à Christophe qui avait levé la main, mais peut-être aussi à Michel et Jean-François dans cet ordre-là. Deux petites choses sur l'aspect orientation. Il y aura du boulot parce que même si on dit comme ça que la région a pris en charge, peut prendre en charge le volet orientation, c'est une co-orientation, en tout cas une co-responsabilité avec les services de l'État. Pour l'instant, ce qui est de l'ordre de l'orientation des élèves dans leur parcours de lycée en particulier, le rectorat a bien entendu, et les règlements d'orientation nationale du ministère de l'Éducation sont importants. Je ne dis pas que la région ne peut pas faire des choses, au contraire, elle doit y prendre toute sa place. Mais elle prendra sa place d'autant plus facilement qu'un climat de confiance sera établi, qu'on partagera les diagnostics que vous avez énoncés sur ces fameux parcours de formation, et en particulier sur la situation d'élèves qui potentiellement deviennent décrocheurs et qu'on retrouve justement dans des filières auxquelles ils n'ont pas du tout adhéré et pour lesquelles on doit, pendant de longues années, refabriquer un processus de réintégration des élèves dans une démarche. Mais justement, je crois que vous l'avez bien dit les uns et les autres, c'est dans le cadre de l'établissement de cette formation professionnelle prise globalement que la solution se trouve. Et puis un deuxième mot, j'invite tous les gens qui écoutent, soit en direct, soit un peu plus tardivement, en reprenant cette audition, je les invite à écouter le webinaire que nous avons consacré à l'industrie. Ça décoiffe. Et on verra bien que pour les gens qui pourraient se dire, enfin, les écolos, ils ne s'intéressent pas à l'industrie, ben si, justement. Et on l'a encore vu d'ailleurs cet après-midi avec Yannick Jadot et dans l'entreprise ou à l'ENS2M. On est au cœur des problématiques d'aujourd'hui. Il va falloir innover. Et comme l'a dit Virginie, mais aussi Michel avait dit, il va falloir qu'on innove du coup en termes de formation. On pourrait presque même se dire que c'est la formation qui peut précéder quelquefois l'invention d'un certain nombre de processus qui feront que l'industrie, et je ne parle pas de l'énergie, et je ne parle pas de l'agriculture, sont des lieux dans lesquels on peut tout à fait investir notre savoir-faire et d'autres visions. Christophe, Oui, merci. tu avais levé la main. Oui, très rapidement. Pour rappeler, même si tu l'avais dit, Claude, en finale, je parle pour les lycées professionnels, il y a bien sûr les ouvertures-fermetures des différentes sections professionnelles qui sont négociées entre les lycées professionnels, l'autorité de compétence rectorat, mais en finale, la carte des formations dans le lycée professionnel est votée par la région. Le dernier mot revient à la région, c'est vraiment une compétence régionale et la région peut s'opposer. Alors, tout le pouvoir est là, c'est la notion de s'opposer à une fermeture en lycée professionnel. Alors après, c'est toute une histoire de négociation avec l'éducation nationale. C'est important de le savoir. Peut-être que la région ne l'utilise pas assez, ce pouvoir qu'elle a à ce niveau-là. Deuxièmement, comme l'a dit Michel, pour l'avoir vécu, je dirais un peu, on voyait l'apprentissage qui commence à partir vers une compétence État. Il faut faire attention de ne pas tomber, comme tu l'as dit, dans la concurrence. Et le public cible, apprentissage, par voie d'apprentissage ou formation initiale professionnelle en lycée, c'est le même public. Et il ne faut pas déshabiller l'un pour habiller l'autre. Et là, il y a tout un enjeu fort de coordination, Claude l'a dit, de partenariat avec les organisations professionnelles pour vraiment qu'il y ait l'intérêt, ce soit l'intérêt
du jeune, de l'élève, mais intérêt des territoires aussi. Parce qu'il faut faire attention de ne pas tomber dans une concurrence où on opposerait trop facilement l'apprentissage et le monde professionnel et le monde éducation nationale à ce niveau-là. Et pour terminer, ça a été dit, les plateaux techniques des lycées professionnels, qui sont tous des équipements financés par la région, hein, avec des équipements souvent très innovants dans tous les domaines. Hein. J'ai souvenir d'une machine de découpe de bois dans des lycées à Mouchard, dont le coût, je dirais, n'est pas anodin. Il était plus presque 1 million la machine, que des scieurs locaux ne pouvaient pas avoir. Et tout l'enjeu, c'est d'ouvrir ces plateaux techniques au monde professionnel. Et là, c'est l'enjeu de la région, de la future présidente Stéphanie, d'ouvrir ces lycées vers le monde professionnel, et que le lycée, ce n'est pas un monde clos qui ne regarde pas ce qui se passe autour de lui. Et c'est aussi un changement de mentalité de dire que tout le lycée, c'est un acteur majeur du territoire, de l'aménagement du territoire et du monde économique du territoire. Merci Christophe. Michel, mais on peut passer aussi à Jean-François, tu pourras rebondir sur ce que dit. Alors on y va pour Jean-François. Allez, Jean-François, tu peux repartir peut-être de ce que tu viens d'entendre ou entamer cette grosse question de la dimension universitaire, des universités. Non. Je vais quand même introduire l'intervention de Jean-François. Je t'en prie, Nathalie. Voilà. Parce qu'on on en a beaucoup parlé ensemble. Donc, on a parlé d'orientation ce soir beaucoup, et Jean-François, ton cheval de bataille, c'est l'orientation et l'accès de tous à l'université. Et tu milites pour cela, pour la construction de passerelles entre le BTS et l'université. Enfin, vraiment, je trouve que c'est très intéressant. C'est de ça que tu vas nous parler d'abord. Et puis ensuite, tu vas nous parler de la commune, tu vas nous expliquer ce que c'est, et tu vas peut-être nous dire comment elle peut permettre l'équilibre entre la Bourgogne et la Franche-Comté. Équilibre qui, pour l'instant, n'est pas tenu, parce que, en fait, Besançon et Dijon sont plutôt en concurrence, mais on sait qu'il est possible de faire autrement. Tu vas nous expliquer dans quelle mesure. Merci. Merci. Alors, pour commencer, l'enseignement supérieur, comme pour les lycées, eh bien, c'est une compétence quand même aujourd'hui qui est exclusive de la région. Souvent, c'est oublié. Alors, c'est un budget qui n'est pas anodin, parce que c'est un peu plus de 40 millions d'euros, 40,3 millions d'euros. Par rapport au lycée, c'est 191,4 millions, pour être précis, en 2020. Donc, c'est presque 5 fois moins que le secondaire, mais c'est quand même pas anodin, loin de là. Et en fait, la région a des nouvelles compétences, mais depuis assez peu de temps, et ce qui peut expliquer que cette mise en concurrence, comme tu l'as dit, des universités, des territoires, etc., parce qu'elle a un jeu vraiment facilitateur, elle a un jeu de coordination sur les aspects de développement économique, sur les aspects d'aménagement du territoire. On en a beaucoup parlé au niveau des lycées, de l'apprentissage, mais c'est aussi vrai au niveau de l'université et des écoles. Et donc, c'est assez récent, c'est une loi de 2014 sur la modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, et puis la fameuse loi NOTRe qui nous mobilise beaucoup, la nouvelle organisation territoriale de la République qui date de 2015. Donc, souvent, on trouve que la région n'est pas toujours assez dynamique, assez bonne, assez en avant sur ces histoires d'enseignement supérieur, mais en même temps, c'est pas évident parce que c'est aussi des domaines de compétences qui sont assez récentes, et c'est pas toujours évident non plus de mettre tous les acteurs en accord et d'avoir une vision dynamique sur un territoire aussi vaste. N'oublions pas que la Bourgogne-Franche-Comté, c'est un territoire qui est extrêmement vaste, avec un PIB par habitant qui est très faible, deuxième PIB par habitant le plus faible après la Corse. Et donc, évidemment, ce n'est pas évident de mettre en musique l'ensemble des universités et des écoles d'ingénieurs sur un territoire qui est très grand avec un PIB qui est faible. Donc, parfois, je vais un petit peu critiquer la politique qui est faite, mais je garde bien en tête quand même que c'est pas toujours évident. Toutefois, cette
la Bourgogne-Franche-Comté, je pense, a des atouts indéniables au niveau du territoire. Alors, je vais essayer de retracer très rapidement hein, qu'est-ce que c'est que en fait l'UBFC, parce qu'aujourd'hui on parle de l'Université Bourgogne-Franche-Comté, mais en fait c'est une structure fédérale. Alors c'est une structure fédérale qui est sur l'ensemble du territoire avec deux universités pluridisciplinaires qui sont l'Université de Bourgogne et l'Université de Franche-Comté, mais il y a aussi des écoles d'ingénieurs, hein, l'UTMB, l'École des arts et métiers qui est à Cluny, l'ENS 2M, comme on l'a indiqué tout à l'heure, qui est une belle école, hein, l'École nationale supérieure de mécanique et des microtechniques, pardon. On va avoir aussi AgroSup qui est à Dijon, on va avoir, j'en ai oublié une, oui, oui, pardon, l'école de management aussi qui est privée, qui est sur Dijon. Donc on a du public, on a du privé, on a des universités, on a aussi des écoles et donc bon, pour faire vivre en fait cette commune au sein d'une structure fédérale, c'est pas évident voilà, que tout se passe bien et de donner en fait une identité commune à des, à des structures qui, au départ, n'avaient pas l'habitude de cohabiter. Et d'ailleurs, l'identité UBFC, hein, cette structure fédérale, on termine juste hein, vraiment de la matérialiser sur les sites, hein, parce qu'il y a encore des sites où l'identité UBFC n'existe pas. Ça va être terminé là pendant l'été normalement, où il y aura la marque hein, sur l'ensemble des sites universitaires et des écoles. Alors, c'est un enjeu territorial qui est énorme, mais je trouve qu'on s'en sort pas mal au niveau territorial. Parce que l'UB est bien sur l'ensemble du territoire côté Bourgogne, elle est dans Lyon, à Auxerre, elle est à Nevers, elle est au Creusot, elle est à Châlons, elle est à Mâcon. Bon. Et puis c'est pareil côté Franche-Comté. Hein. L'université de Franche-Comté, on va l'avoir dans le Jura, à Lons-le-Saunier, on va l'avoir à Vesoul en Haute-Saône. Voilà, donc, et puis sur le territoire de Belfort, elle sera aussi présente. Il y aura aussi l'UTMB, hein, qui est une belle structure, une belle université de technologie à Belfort-Montbéliard. Donc, je dirais qu'on est plutôt gâté au niveau du territoire sur la possibilité d'étudier un peu partout en Bourgogne. Alors, il faut continuer à préserver ce maillage territorial et puis aussi, évidemment, financer des filières qui participent à un développement économique vertueux. On en a parlé tout à l'heure. Il faut aussi rendre l'université accessible à toutes et à tous. Alors ça, je reviendrai parce que accessible à toutes et à tous, c'est pas quand on est éloigné et qu'on veut étudier à l'université de Franche-Comté ou à l'UB, l'université de Bourgogne, c'est pas grâce à ta caméra, tu pourras accéder dans ton territoire rural à l'ensemble des cours. C'est un petit peu plus compliqué que ça et ça doit pas aboutir à un isolement. Mais c'est aussi pouvoir étudier près de chez soi dans un IUT ou jusqu'à un niveau licence, mais ça, j'en reparlerai tout à l'heure. Évidemment, c'est accompagner et soutenir les jeunes. Je ne vais pas revenir là-dessus parce que ça a été largement dit. Combattre la fracture numérique, là aussi on en a parlé, qu'on soit au lycée, dans un centre d'apprentissage ou à l'université, c'est exactement pareil et les enjeux sont identiques. Et il faut, à mon avis, favoriser vraiment les projets communs entre les deux régions, c'est-à-dire vraiment se battre, parce que c'est compliqué, pour rapprocher les laboratoires grâce à des thématiques communes. Donc, si vous voulez, c'est une énorme machine qui aujourd'hui travaille encore un peu en ordre dispersé, mais qui répond à vraiment un enjeu territorial. Et donc, il faut éviter une guerre de tranchées entre Dijon et Besançon, par exemple, comme on l'a vu ces derniers temps. Et il faut vraiment que ça puisse aboutir à un projet qui soit beaucoup plus collaboratif. Mais j'ai l'impression quand même que ça va beaucoup mieux que ça n'allait il y a quelques années. Alors, la région, c'est 113 projets ANR, donc c'est des projets de recherche, c'est 67 000 étudiants, c'est 2200 enseignants-chercheurs, c'est 250 chercheurs, c'est 1800 personnels, mais contrairement au lycée, hein, qui sont plutôt employés par quasiment tous, hein, par l'État et très très peu par la région. Donc, c'est 7 établissements, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, c'est 51 laboratoires de recherche,
c'est des milliers de publications tous les ans. Enfin voilà, c'est quand même une très très grosse, machine. Et donc la création du BFC en fait, hein, et de la commu répond vraiment à un impératif de compétitivité pour la Bourgogne-Franche-Comté. Aujourd'hui, il y a des grandes spécificités économiques à cette région, hein, l'agroalimentaire, les microtechniques, l'énergie, la mobilité. Et demain, si on arrive au pouvoir, et vraiment c'est ce que j'espère, eh bien, toutes les thématiques autour du développement durable qui pourront enrichir ces thématiques déjà existantes, mais qui deviendront vraiment la matrice. L'UBFC aussi, c'est pouvoir être présent à différentes échelles, hein, l'échelle locale, l'échelle nationale, mais aussi internationale, parce qu'on attire énormément de chercheurs ou d'étudiants étrangers, et ça c'est une vraie chance, et nos étudiants aussi ont une mobilité aussi internationale, et ça c'est une vraie chance. Souvent c'est ignoré, et la région là aussi a toute sa place pour aider à cette mobilité. Elle le fait déjà, mais on pourrait faire, je pense, beaucoup mieux. Donc voilà, la région, premièrement, c'est un maillage territorial au niveau de ses universités. C'est aussi de la recherche. Et là, Nathalie, tout à l'heure, tu parlais de la commu qui va représenter 51 laboratoires de recherche. Il faudra, si on est élu, lister des priorités, bien entendu. On ne pourra pas arroser sur l'ensemble des thématiques de recherche. Mais moi, il y a des choses qui me tiennent vraiment à cœur. C'est déjà ne pas oublier ce qu'on appelle dans notre jargon les SHS, hein, les sciences humaines et sociales. C'est extrêmement important, hein, qu'on soit en psychologie, qu'on soit en sociologie, qu'on soit en histoire, qu'on soit… Bon, regardez par exemple l'importance de la recherche en histoire ou en géographie, ne serait-ce que sur la culture au niveau de notre territoire. Si jamais on n'avait pas ces formations-là, alors quid de nos musées, quid de nos territoires? Comment est-ce qu'on pourrait les valoriser si jamais personne n'est compétent en la matière? Et puis aussi donner un peu plus de long terme, c'est-à-dire tout à l'heure, je vous avais parlé des projets ANR. C'est des projets qui souvent sont sur des périodes assez courtes où il faut se battre financièrement. On passe souvent plus de temps à aller chercher de l'argent que pouvoir après faire son projet de recherche. J'exagère un peu, mais ce n'est pas faux. Et donc, la région doit être là aussi pour permettre aux laboratoires de recherche de respirer et d'avoir des projets qui puissent aboutir, mais sur un temps long. Normalement, on va être élu pour 6 ans, peut-être même 7 ans avec la prochaine élection présidentielle. Eh bien, il faut qu'on puisse donner vraiment du temps long aux équipes de recherche. Et pour favoriser aussi la recherche fondamentale qui a besoin de temps long. C'est aussi mettre en commun des équipes qui sont diverses sur l'ensemble du territoire. C'est poursuivre l'aide aux doctorants. Elle existe déjà, cette aide aux doctorants. La région est déjà compétente en la matière et fait des choses, mais il faut vraiment aller beaucoup plus loin et les aider à travers des contrats CIFRE, par exemple, en allant chercher ces contrats, en aidant les gens à aller chercher ces contrats dans les entreprises. Alors un contrat CIFRE, c'est un contrat qui va être signé entre une entreprise, un doctorant et un laboratoire de recherche. Et l'étudiant va faire sa thèse au sein de l'entreprise, au sein de son laboratoire. Bon, ce n'est pas assez développé, c'est trop compliqué aujourd'hui, on n'en signe pas assez. La région là-dedans a des compétences et il faut qu'elle les exploite. C'est bon pour les doctorants et c'est bon pour notre économie. Il faut aussi jouer vraiment la coopération entre les universités, entre les laboratoires de recherche et non pas la compétition. Pour l'instant, il y a encore trop de compétition. Il faut vraiment aller beaucoup plus sur cette coopération et la région est vraiment un acteur important dans ce domaine-là. Il faut aussi valoriser les contrats doctoraux qui peuvent être pris en charge par les régions et qui permettent à un doctorant de pouvoir financer sa thèse pendant un délai de 3 ans. Et ça, c'est vraiment extrêmement important. Et puis, il faut aussi pousser au niveau des sociétés d'accélération des transferts de technologie. Par exemple, à Dijon, c'est Science. Mais il faut vraiment, pour le dépôt de brevets, pour aller chercher les financements, etc. Ça aussi, c'est très important. La région fait partie de ces sociétés d'accélération de transfert de technologie. Elle doit avoir toute sa place pour favoriser des projets innovants. Donc, j'ai parlé des territoires, j'ai parlé de la recherche. Et puis enfin, dernier volet qui est souvent le plus connu par les gens, c'est la formation. Et une formation de qualité, elle doit s'appuyer sur une recherche de qualité. Si jamais on n'a pas une recherche de qualité sur notre territoire,
on va finir par avoir des universités qui vont très bien former jusqu'au niveau Bac+3, mais pour tous les masters ou les doctorats de pointe, eh bien, ils seront obligés de changer de région. Et donc, si on n'a pas une recherche de qualité sur notre territoire, c'est nos universités qui périclitent. Alors, qu'est-ce qu'elle peut faire, la région? Elle ne peut pas tout faire. Elle ne peut pas, comme dans les lycées, recruter des profs. Et donc, on manque beaucoup d'enseignants-chercheurs, mais ça, ce n'est pas sa compétence. Par contre, elle doit épauler les présidents d'université pour les aider dans leur démarche de création de postes. Elle doit faciliter et dynamiser la recherche, je l'ai indiqué tout à l'heure. Et puis, elle doit aussi aider les doctorants. Elle doit favoriser la formation tout au long de la vie, on l'a vu tout à l'heure. Vraiment, l'université a un rôle à jouer énorme maintenant. Mais ça demande aussi des gens qui sont disponibles. Et aujourd'hui, les enseignants-chercheurs ont très, très peu de disponibilité parce qu'ils sont de moins en moins nombreux avec un nombre d'étudiants toujours plus important. Mais elle doit quand même favoriser, on doit trouver des solutions pour que l'université puisse favoriser une formation tout au long de la vie. Alors, la région n'a plus de développement vraiment dans l'apprentissage, on l'a vu, mais par contre, elle peut vraiment faire le lien entre les entreprises sur les territoires et puis les formations pour favoriser cet apprentissage. Par exemple, sur Dijon, il y a eu un internat qui existait. On a parlé tout à l'heure des internats dans les lycées, c'est pour ça que je rebondis là-dessus, qui s'appelle la Cité de l'Alternance, que Michel connaît bien, puisque ses locaux sont dans la Cité de l'Alternance. Et ça permet, comme dans un hôtel, en fait, de réserver son studio pour une semaine, pour un peu plus de 90 € par semaine. Eh bien, ça favorise la mobilité. Et donc, sur l'ensemble de ces territoires, moi, ce que je proposerais, hein, pas seulement avec de l'argent de l'université, avec l'argent de l'État, avec des fonds européens, etc. Mais il faudra qu'on aille chercher l'argent, mais il faudra créer partout ces cités de l'alternance pour les apprentis. Voire même à partager ces cités de l'alternance avec des apprentis qui ne sont pas dans le supérieur, mais dans le secondaire, ça poserait évidemment aucun problème. Donc la région doit être capable, au niveau de la formation, de ce que je qualifierais de mettre de l'huile dans les rouages. Et puis, je rebondirai sur l'orientation avec le Bac-3, Bac+3. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, Nathalie, moi, je suis très, très attaché à ce que les jeunes qui ont eu leur bac puissent aller à l'université. En ce moment, c'est Parcoursup, hein, les gens ont eu leurs résultats, enfin les jeunes, pardon, ont eu leurs résultats hier. Bon, c'est quand même de plus en plus dur, il faut l'avouer, de rentrer à l'université, il ne faut pas se le cacher. C'est-à-dire que l'université est devenue sélective, à part quelques filières qui ne sont pas sélectives et où vont aller se fracasser tout un tas de gens qui ont un bac pro et donc ils ne pourront pas choisir. Voilà. Ceux qui ont un très très bon dossier rentrent à peu près où ils veulent, et puis ceux qui sont parfois les moins armés pour réussir à l'université, eh bien, finissent dans les filières les moins sélectives, et donc il y a un gâchis là qui est monumental. Donc, dans l'orientation des élèves, vraiment, la région doit prendre toute sa place. Alors, comme Claude l'indiquait, elle n'est pas toute seule, hein, ce n'est pas le seul acteur, mais en tout cas, entre les lycées et l'université, elle doit favoriser ce lien. Et puis, comme tu l'as indiqué tout à l'heure, Nathalie, entre le BTS et les LP, elle doit aussi favoriser ce lien. On est aujourd'hui dans le Bac-3, dans le Bac+3. On doit proposer à toutes les personnes qui ont un BTS d'avoir le premier grade universitaire, c'est-à-dire d'avoir au moins la licence professionnelle. Et plus on est dans les territoires ruraux, et moins on se dit que l'université, c'est fait pour soi. Plus on est dans les territoires ruraux, et moins on se dit qu'une fois le BTS en poche, la licence professionnelle, c'est pour soi. Et c'est une erreur, évidemment. Et donc, la région doit aider à donner confiance aux jeunes, doit les aider dans la mobilité, doit les aider dans le logement pour qu'ils sautent le pas et qu'ils aillent se former au moins jusqu'au Bac+3. Pour nous, c'est un enjeu essentiel pour avoir des gens bien formés et puis heureux de vivre dans leur région. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin. Oui, Une chose me fait peur. je te coupe un peu. Alors, une chose me fait peur à titre personnel, c'est la concurrence du privé. C'est-à-dire que la nature horreur du vide, et comme le service public aujourd'hui ne remplit plus sa fonction à 100%, mais il y a de plus en plus des formations dans le domaine de la gestion, de la médecine, demain dans le sport, qui se font dans le domaine du privé, ce qui est quand même embêtant. Alors, médecine, je parle des prépas, hein, je ne parle pas de formation diplômante.
Et donc, je pense que s'il y a bien un domaine où les écologistes ont une véritable vision d'avenir et où ils sont utiles et compétents, ben, c'est le secteur de la formation, de la recherche. Et j'espère qu'on pourra mettre tout ça en route ben, dès juillet. Très bien. Ben, merci de nous avoir repris le programme et en l'illustrant et en lui donnant des aspects très, très précis. C'est bien, ça nous sera utile, effectivement. Merci de cette présentation-là. Stéphanie, tu veux réagir? Je m'adresse à toi. On continue. Quelqu'un d'autre veut réagir? Et on donnera ensuite la parole à Florian. On a fait le tour sur cet aspect. Juste un petit mot oui, pour Michel, compléter, après je laisserai la parole à Stéphanie. Effectivement, dans l'attractivité des jeunes pour des formations, il y a quand même un enjeu d'aménagement du territoire et d'attractivité du territoire avec le système universitaire public, puisque on est quand même en Bourgogne-Franche-Comté. Les jeunes sont attirés d'un côté par les systèmes universitaires parisiens et de l'autre côté par le lyonnais. Et donc, il y a un enjeu d'attractivité et de permettre aussi à des jeunes d'avoir des belles filières de formation à Dijon ou à Besançon, ou en tout cas dans la région. Et Jean-François a parlé de la cité de l'alternance qui a été créée avec le Crous et l'université. Je ne sais pas très bien avec quel financement. Aujourd'hui, elle est saturée. Alors, elle a été créée aussi il y a eu pareil avec le CFA des métiers ex-CFA Lanou. Mais aujourd'hui, c'est saturé. Je ne vois aucun nouveau projet qui se crée. Moi, je peux vous dire, je gère avec AgroSup Dijon le parcours ingénieur par apprentissage. Voilà un parcours super intéressant parce que ça permet à des jeunes qui sont passés par un BTS, un DUT, d'accéder à ce diplôme ingénieur recherché, mais qui ne sont pas passés par les classes prépa, etc. Donc, c'est aussi une ascension sociale. Et s'ils choisissent l'apprentissage, ce n'est pas parce que le concours est plus facile, c'est parce que c'est leur moyen de se financer des études et puis parce que c'est des jeunes qui aussi ont l'appétence pour alterner travail et études. Aujourd'hui, sur le campus à Dijon, on arrive à saturation. Et ça fait 3 ans qu'on a ouvert ce parcours avec AgroSup Dijon. Nous, on est sur un concours commun du ministère de l'Agriculture sur les écoles d'ingénieurs agronomiques et agroalimentaires. Donc, il y a une concurrence entre nous sur les autres écoles du territoire. Un certain nombre de jeunes nous ont dit avoir choisi Dijon parce que justement, il y avait la cité de l'alternance et il y avait cette possibilité d'hébergement. Donc, construire des internats, là on parle de l'université, mais on a parlé aussi des lycées agroalimentaires. On pourrait aussi parler des internats ou de l'immobilier dans des structures comme l'AFPA qui sont largement à rénover. Donc, on est sur des sujets d'aménagement du territoire, mais aussi de rénovation énergétique et de construction. Donc, on peut faire de l'attractivité, de la construction favorable à la transition écologique, mais c'est absolument nécessaire parce que les jeunes et les moins jeunes, ils choisissent aussi selon les possibilités d'hébergement qui leur sont offertes. Et je pense que la région peut pas seul, mais au moins avoir un rôle de coordinateur, d'entraînement pour développer. Voilà, aujourd'hui, on prend l'université, comme l'a dit Jean-François, mais j'ai mis le bureau là, il n'y a pas un seul nouveau bâtiment construit. Et à côté, il y a des résidences universitaires privées construites, mais ce n'est pas les mêmes coûts pour les étudiants, quoi. Donc là, il y a un vrai axe. Voilà, je voulais comprendre ça et je laisse la parole. Merci. J'ajoute quelque chose en reprenant le début de ton intervention. Tu as cité Paris et Lyon comme des attractions, des activités, des pôles d'attractivité sur notre région, Bourgogne-Franche-Comté. J'y ajoute Strasbourg, ça permettra de dessiner un triangle pour tout le monde et de voir que, pour le coup, nous sommes bien un peu au barycentre, là, au centre de gravité de ce grand triangle. Et je n'oublie pas, du coup, de penser au pôle du Nord Franche-Comté.
Et donc, nous sommes condamnés, mais il faut le prendre comme une chance, à faire que justement, on s'entende. Ce n'est plus une question même de rivalité Besançon-Dijon, c'est à 3 au moins, au minimum, sans compter les endroits où il y a aussi de la formation universitaire ou des centres de formation, qu'on doit constituer un réseau qui fasse poids. On ne va pas rêver à se prendre plus gros que nous le sommes, mais que pour le coup, le fait de le faire ensemble, il y avait encore des discussions sur les classements des universités aujourd'hui dans la presse, et on voit bien que pour le coup, il faudra qu'on arrive à trouver une solution pour qu'on identifie bien qu'il y a là une force, mais une force au moins à 3, voire à plusieurs, pour équilibrer les pôles qui nous sont finalement proches et qui sont des pôles forcément un peu plus importants. Voilà, on arrive. Alors, si vous en êtes d'accord, on va faire ça comme un point d'orgue et donc donner la parole à Florian, qui va nous expliquer, qui va balayer justement quelque chose autour de ce qu'est un des pôles aussi, une des forces de l'écologie politique, que de devoir s'intéresser aux actions de prévention partout, mais notamment à l'université. Voilà, je te donne la parole. Merci pour l'invitation. Donc, Florian, représentant de la Fresque du Climat, de voir ça juste en dessous de moi, si je ne dis pas de bêtises. Je vais faire assez rapide, donc simplement présenter ce qu'est la Fresque du Climat et derrière, comment la région, pour revenir à nos moutons, comment la région peut favoriser la présence des enjeux climatiques dans les programmes. Donc, la Fresque du Climat, c'est un jeu de cartes que voici. Et ça a donné lieu à une association du même nom qui est chargée en fait de répandre, de diffuser la compréhension du problème climatique au sein de la société. Donc ça passe par une connaissance des causes et des conséquences et comprendre notamment le caractère systémique du problème. Le but du jeu il est très simple. Les participants vont se partager les cartes et vont remettre des cartes, par exemple les émissions de CO2 et les énergies fossiles par ici, dans l'ordre des causes et des conséquences. Donc, en 3 heures de temps, de manière très ludique, ça va permettre d'échanger de manière collaborative et d'avoir une vision du problème climat. Alors, vous allez me dire, OK, mais après, nous, on pense que le problème climat n'est pas assez présent, que les gens n'ont pas encore conscience vraiment de la problématique climat et qu'il faut que ces connaissances soient de plus en plus présentes pour ne pas se tourner vers des solutions qui n'en sont pas. Pour faire le lien avec donc le jeu a été diffusé à plus de 150 000 personnes en France et c'est un chiffre qui double tous les 5 mois. Donc on est vraiment sur une propagation, excusez-moi l'expression, mais virale de ce jeu et on s'en réjouit. Nos cibles, alors bien sûr ce jeu est ouvert à tous les citoyens, mais nos cibles sont entre autres les élus. On avait une péniche devant l'Assemblée nationale où les députés pendant les 3 semaines de la loi climat sont passés à tour de rôle. Donc on a une 50aine de députés qui ont joué à ce jeu comme révision des enjeux climatiques et une autre cible également qui sont l'enseignement supérieur et demain les lycées et les collèges. Donc c'est dans ce cadre-là qui s'appelle la rentrée climat, qui est un des grands projets de l'association, que l'on veut diffuser ces connaissances au sein des écoles. Alors, comment est-ce qu'on fait? Le but, c'est de former les équipes pédagogiques, les enseignants, les élèves à l'animation de ce jeu et les laisser ensuite, la vocation de l'association, c'est de disparaître et que ce jeu soit animé par des équipes internes des établissements pour une meilleure connaissance de ces problématiques-là. Donc, on a eu plus de 200 cette année, pardonnez-moi, les chiffres de la rentrée climat sont 200 établissements en France d'enseignement supérieur qui ont joué à ce jeu, ce qui représente 65 000 étudiants. Et le cru 2022 sera bien meilleur avec des universités entières où la première chose que le fraîchement diplômé, que la personne sortie du bac va faire dans l'université, c'est de jouer à ce jeu. Donc là, on peut citer notamment les universités de Bordeaux, de Tours
et de Strasbourg qui dès 2022, vont déployer ce jeu à grande échelle. Comme je l'ai dit, le but, c'est de disparaître. On a une nouvelle, donc une rentrée climat qu'on appelle la rentrée climat junior, qui va s'intéresser plus au lycée et au collège. Donc, c'est dans ce cadre que la région va pouvoir intervenir. Et on se retrouve confronté à des freins, qui sont des freins de déploiement. On est obligé de contacter établissement par établissement. Donc, au sein de la région Bourgogne-Franche-Comté, il y a quelque chose, t'en parlais Claude juste avant, qui a été mis en place, qui est assez intéressant. C'est une association de partenariat entre le rectorat et l'association pour avoir un agrément éducation nationale et pouvoir diffuser ce jeu au sein des collèges et des lycées. Donc, c'est quelque chose de pas évident. Et bien sûr, on peut procéder établissement par établissement pour au final s'effacer et que ces enjeux soient présents dans la formation initiale. Mais l'idée, c'est quand même d'avoir quelque chose d'un petit peu plus institutionnel, une réponse institutionnelle, parce qu'on pense que ces enjeux sont pas assez présents dans l'enseignement. Voilà, je ne serai pas plus long. À vous peut-être de faire le lien avec la région et comment la région peut faciliter la présence de ces enjeux dans les établissements d'enseignement supérieur et dans nos lycées. Merci. Très bien, merci. C'était bien d'avoir cet apport-là, comme ça, comme une sorte de, pas un clin d'œil, mais de dire il se passe des choses qu'on ignore les uns les autres et qui font un peu le sel de tout ça. Et heureusement qu'il y a ces gens au quotidien qui interviennent comme ça. Je me souviens dans les lycées de toutes les interventions qu'il a fallu faire et tenir pour que cet aspect soit tenu sur on parlait de l'environnement ce moment-là, mais d'un seul coup, plus profondément, ça a participé à cette prise de conscience. C'est très bien d'avoir cette dimension-là. Écoutez, je crois bien qu'il est tout près de 10 heures qu'on a tenu notre temps, mais Stéphanie, je te laisse le mot de la fin. Nathalie aussi, vous en décidez. Stéphanie, tu vas faire le mot de la fin. Oui, moi, je veux bien rebondir justement sur la dernière intervention pour dire que ça doit être aussi un souci constant. Donc, effectivement, Fresque du climat, très intéressant. Effectivement, et éducation à l'environnement, je dirais plus globalement aussi. Donc, ça fait partie, Fresque du climat, ça fait partie, je dirais, d'une possibilité très intéressante. Mais je pense aussi que ce n'était pas la thématique propre de ce soir, mais en tout cas qu'il y ait des modules dans chaque formation, que les lycées, on a un certain nombre d'enseignants, d'enseignantes sur les listes, sur les 100 personnes qui sont sur les 116 personnes qui sont sur notre liste, qui sont déjà très impliqués dans leur établissement pour promouvoir justement tout ce qui est lié au développement durable, la transition écologique. Donc un enjeu fort aussi, sous-estimé, je pense, pas assez pris en compte, et donc il devrait pouvoir s'inscrire beaucoup plus dans l'enseignement, dans la formation professionnelle aussi, donc formation initiale et professionnelle, donc dans le cadre, après, dans chaque formation, des modules spécifiques suivant aussi les cursus que l'on suit, tournés autour de tout ce qui peut être économie de fluide. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de choses encore à inventer et à mettre en place parce que c'est effectivement pas enseigné en tant que tel, c'est transversal comme l'écologie aussi. Et donc, à partir de là aussi, des choses très intéressantes à imaginer en partenariat, effectivement. Donc, merci pour cette intervention. Moi, je laisserai peut-être Nathalie conclure, dire aussi que vous pouvez retrouver l'ensemble des thématiques dont on a pu évoquer ce soir sur le site internet, voilà, dans le programme complet qu'on a pu mettre en place. Dire aussi qu'il faudrait multiplier ce type de soirée pour pouvoir vraiment rentrer et approfondir les sujets qui ont pu émerger ce soir. Donc moi, ce que je retiendrai, il y a plusieurs termes, c'est complémentarité, équité territoriale, meilleure répartition territoriale, une chance pour tous, tout au long de la vie. Ça commence bien évidemment au collège, au lycée, ce qui concerne les compétences de la région, université. Pour ceux qui ne peuvent ou ne veulent pas aussi à l'université, c'est également la formation professionnelle qui doit prendre le relais. Donc en tout cas, une région qui fasse que chacun, à n'importe quel âge de leur vie,
puissent reprendre une formation, des études dans des très bonnes conditions, en étant aidés de façon matérielle, aussi dans l'orientation, ça a été dit et répété, en lien effectivement avec tous les acteurs du territoire. Voilà, le mot de ma conclusion. Nathalie, si tu veux rebondir derrière. Ah, ta conclusion me semble tellement, voilà, adaptée à tout ce qu'on a entendu ce soir. Moi, je voudrais juste rappeler quand même que notre programme est sorti il y a quelques jours et que dans notre programme, je crois que tout ce qu'on a dit ce soir est bel et bien répercuté, résumé. Il y a un titre que je vais reprendre, une région qui prépare l'avenir. Et au cœur des compétences régionales, la formation et l'emploi impliquent innovation, adaptation, modernisation et inscription sur le long terme. Voilà, c'est tout ce que vous avez dit ce soir. Il est question dans notre programme de valoriser les filières d'avenir au lycée, à l'université, vers les filières écolo et locales, de renforcer le lien entre entreprises et enseignement, on l'a beaucoup dit ce soir. On a dit aussi et on le dit dans notre programme, que la force de notre région, c'est l'équilibre entre tous les territoires et la complémentarité des pôles urbains. Et on a parlé des jeunes, de la nécessité de les aider et de l'amélioration nécessaire de l'accès au transport, que ce soit les TER, les liaisons de bus, etc. Voilà. Donc, voilà, on a des solutions à tout ce qu'on a pointé comme insuffisant dans la politique régionale. Votez écologiste et solidaire Bourgogne-Franche-Comté. Très bien. Voilà, merci à tout le monde. Et on n'oublie pas Mathieu qui nous a accompagnés techniquement. On fait les remerciements aux techniciens dans les fins d'émission. Voilà.